Et puis en fait, chaque centime que je gagnais en tant que kiné, je le réinvestissais dans des formations, dans des coachings, dans des séminaires, mais vraiment tout. Je réinvestissais tout et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à monter des business dans le e-commerce, dans l'affiliation. On te vend aussi du rêve sur internet, donc tu sais pas si c'est vrai. Et voilà, donc je voulais quelque chose à 2 heures de chez moi. À l'époque, j'habitais aux alentours de Montpellier. Alors je vais pas dire exactement où j'ai acheté, désolé, parce que la dernière fois que je l'ai dit, il y a 50 millions de personnes qui sont allées acheter dans le coin. C'est bon ça quand tu veux revendre. Et ouais, C'est ça bien. c'est clair. Et puis aujourd'hui, moi, ce qui me passionne, bon évidemment, c'est d'acheter mon ranch, mais c'est mes business surtout. C'est l'académie que j'ai créée, etc., qui aide les gens à monter leur business, à kiffer, à devenir libre, etc. C'est plutôt sur cet aspect-là. Salut Léa, Hello Julien, comment vas-tu? ça va très très bien, merci. Je te remercie d'avoir fait le déplacement de Montpellier à Toulouse. C'est pas très loin, Non, ça va. mais malgré tout, tu me disais que tu connaissais pas la ville. Non, pas du tout. Je suis venue une fois ici pour donner un petit séminaire et j'ai revu un peu des villes, mais il y a pas mal de travaux à Toulouse. Hein. À Montpellier, on est pareil. Nous. Ouais, pas mal de travaux. Ça veut dire qu'il y a du budget, c'est bien, tu vois. C'est clair. C'est un C'est point pas mal, positif. c'est là où il faut investir du coup. Autour des travaux, c'est pas mal. C'est souvent un bon plan. Donc Léa Slassic, Ouais. pour ceux qui la connaissent pas, elle est plus connue sous le nom de Travel Cowgirl. C'est Travel ça. Cowgirl. on peut Travel dire. Cowgirl. Yeah, voilà. Yeah, c'est plus stylé. Alors déjà, pourquoi ce nom? Eh ben, c'est une bonne question. En fait, j'ai travaillé aux États-Unis comme entraîneur de chevaux Ok. dans les ranchs, comme cowgirl en fait, pour les cowboys. Et comme je voyageais dans le monde entier, un jour ça m'a pété. Il n'y a pas du tout de stratégie, de branding derrière. Ouais, C'est juste ouais. travel cowgirl, la cowgirl qui voyage bien avant que je fasse mes business en fait. Et puis j'ai gardé ce nom. Ok. Il y a une histoire de ranch, je crois. Parce que Ouais. je t'avais découvert il y a quoi, un an et demi, je pense. J'avais regardé quelques-unes de tes vidéos. Et effectivement, tu disais que tu avais investi dans un ranch. Alors pas encore. Non. Ah, pas encore. Tu j'achète voulais mon investir. ranch. Ouais. C'était un peu ton but. Ouais, C'est ouais, ça. ouais. Ouais, ok. J'ai acheté de l'immobilier, si on en parlera après, Ouais. mais pour acheter mon ranch, Ok. qui arrive cette année. Là, Ok. d'ailleurs, on est en plein dans les Cool. recherches là. Ouais. Bon, alors ça m'intéresse de savoir justement quand est-ce que tu as eu ce doux rêve, finalement, qui est devenu un objectif. Et comment justement tu as mis des choses en place. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi ton parcours de vie justement pour en arriver là déjà? Ok. Alors, je pense que c'est devenu un objectif seulement depuis 5 ans. Ok. Mais avant, c'était un rêve, tu sais, un peu comme tout le monde, de « Ah, j'aimerais trop avoir un ranch un Ouais. jour ». Et puis, il n'y a pas vraiment de passage à Comme l'action. les Polly Pocket, quoi, c'est ça? Exactement, voilà. Ok. Comme tous ces petits trucs que tu as envie de faire. J'ai eu et des puis filles, alors jamais. tu vois, je connais un peu la situation. Moi, c'était plutôt la partie Playmobil que Polly Pocket, Ouais, ok. mais c'est clair. Et alors, mon parcours, rapidement, en fait, je suis une kiné à la base. J'ai fait 3 ans de kiné. Au bout de 3 ans de kiné, j'ai fait un burn-out. Je n'ai pas tenu très, très longtemps. Et parce qu'en fait, je travaillais toute la journée. Je bossais 10 à 12 heures par jour, comme beaucoup de kinés, même si c'est en train de changer, je trouve, aujourd'hui. Et en fait, j'en ai eu ras-le-bol parce que moi, j'avais fait ça pour être libre en me disant « Ah, c'est trop bien, t'es à ton compte, tu fais ce que tu veux et tu gagnes plein d'argent. » Enfin, c'était l'idée que j'en avais. Et en fait, oui, tu gagnes plein d'argent si tu bosses beaucoup, mais si tu bosses beaucoup, l'année suivante, il faut payer l'URSSAF beaucoup. Donc en fait, tu rebosses encore plus et puis t'as pas de vie. Et donc j'ai fait un burn-out et pendant la même période, j'ai eu un grave accident de cheval. J'ai mon cheval qui m'a jeté dans un mur, donc trauma crânien et compagnie. Ok. Et j'ai passé 2 semaines allongée dans un lit à refaire, tu sais, toute ma vie comme ça, sans avoir aucune source de distraction parce que j'avais du coup un trauma crânien et je pouvais pas me lever de mon lit, double sciatique paralysante et tout. Enfin bref, l'enfer. Et en fait, je me suis dit, mais cette vie, elle va pas du tout m'aller 50 ans, en fait, ça va pas le faire, tu vois. Puis comme beaucoup d'entre eux, je sais pas si c'est ton cas aussi, mais j'ai un peu, d'entre nous plutôt, j'ai vraiment suivi le rythme en mode, fais des études, trouve un travail, une fois que t'es dans un travail, achète une jolie voiture. Donc j'ai fait tout ça, tu vois, j'ai vraiment fait tout le truc et je me suis dit, mais je suis pas heureuse du tout, en fait, ça va pas du tout, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, on m'a menti, là. Et heureusement que j'ai eu ce burn-out et cet accident, parce que j'ai tout remis en question, et 5 mois après, je me barrais aux États-Unis, je vendais du coup ma voiture, je lâchais mon appart, je lâchais mon boulot, tout d'un coup, je parlais Ok. pas anglais et je partais aux États-Unis pour travailler des chevaux dans les ranchs en mode je pars vivre mon rêve d'aller monter à cheval dans les ranchs aux États-Unis. Et donc j'ai passé 2 ans là-bas. T'avais quel âge à ce moment-là quand t'es parti? J'avais, quand j'ai eu mon burn-out, j'avais 25 ans, donc entre mes 25 et 27, 28 quoi. Et Ok. du coup, j'ai bossé aux US, en Nouvelle-Zélande, etc. Et puis après, j'ai eu un nouveau déclic en mode ah mais en fait, un patron, ça me va pas du tout. Un patron cowboy américain, Ouais. c'est encore pire. Ouais, Franchement, ouais. c'est vraiment, vraiment chaud. Et en fait, ça me va pas du tout. Puis travailler dans le milieu du cheval, finalement, c'était beau sur le papier, mais en fait, c'est l'usine, quoi. Et ça Ok. me plaisait pas du tout non plus. Donc, je suis revenue en France, dépitée, en me disant qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et j'ai tapé comment devenir riche sur YouTube, comme Ok. beaucoup d'entre nous, je Ah crois. ouais, ok. Ouais, franchement, j'ai commencé comme ça. Et j'ai commencé en fait à m'intéresser d'abord à l'immobilier et puis à l'entrepreneuriat parce que j'ai l'impression que l'un va pas sans l'autre maintenant. Et puis voilà où on en est aujourd'hui. Donc là, je suis multi-entrepreneur. Comment tu démarres justement à ce moment-là? Avec des formations.
avec des formations. Je tombe sur des vidéos que tu as peut-être entendu parler de lui, de Christopher Van Gun. Okay, voilà, je commence à regarder ses vidéos et je m'aperçois, tu vois, qu'en fait, sur YouTube, il y a je sais pas comment dire, une encyclopédie de trucs incroyables sur le développement personnel. Je tombe sur des vidéos de Tony Robbins aussi, qui est devenu mon mentor en plus. À partir de ce moment-là, j'ai fait plusieurs de ses événements, etc. Tony Robbins, c'est le mec un peu balèze qui a une grosse voix, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, c'est celui-là. C'est le coach numéro 1 en développement personnel au monde, quoi. Il est assez charismatique. Il est incroyable et il est vu un peu comme un gourou et c'est peut-être ce qu'il est aussi. Mais bon, si ça te rend plus riche, je veux dire deux mots en même temps, plus riche et plus libre en même temps, c'est pas mal le mot rible. C'est pas mal, rible. Je vais le garder. Il y a un truc là à faire. Il y a un truc à faire. Si ça te rend plus riche et plus libre et plus heureux, tant mieux qu'il gourou tout le monde. Hein. Et du coup, bref, je me suis plongée là-dedans, j'ai commencé à lire, à faire des formations, à m'intéresser à plein de trucs, à tester plein de choses aussi, en parallèle du métier de kiné que j'avais repris, du coup en France, parce que je voulais plus travailler dans les chevaux. Et puis en fait, chaque centime que je gagnais en tant que kiné, je le réinvestissais dans des formations, dans des coachings, dans des séminaires, mais vraiment tout. Je réinvestissais tout. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à monter des business dans le e-commerce, dans l'affiliation. Je faisais du blogging aussi. Enfin, tu testes, tu sais pas trop, donc tu testes pas mal de choses. Ça m'intéresse aussi que tu t'arrêtes un peu là-dessus. Après, sur tu vois, ce que tu as testé justement au départ, comment tu as démarré. J'ai commencé aussi avec du marketing de réseau. Au tout début, j'aime pas en parler parce que c'est pas des valeurs que je prône du tout, mais je m'en étais pas du tout rendu compte à l'époque. Mais j'ai fait du marketing de réseau, ça m'a quand même beaucoup ouvert les yeux sur tout le potentiel que j'avais et je n'avais pas capté du tout. Moi, j'étais juste, tu sais, je suis d'une famille où il n'y a pas de thunes. J'étais la seule qui a fait des grosses études kiné, et encore grosses études entre guillemets, qui est devenue kiné, qui gagnait bien sa vie, etc. Donc, j'étais un peu la seule de la famille à sortir de ça. Et le marketing de réseau, ça m'a, comme ça te fait travailler sur ton développement personnel et tout ça, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur... énormément de choses sur comment gérer ses réseaux sociaux, le rapport à l'argent qui n'est pas forcément sain qu'on peut avoir, etc. Et donc, ouais, ça a été très douloureux de passer à travers toutes les phases où tu te rends compte que tu es grave une victime, en fait, et que tu agis grave comme une victime dans ta vie pour devenir vraiment un leader, entre guillemets. Un leader, j'étais pas tout de suite un leader, mais... et du coup, voilà, j'ai commencé à faire mes premiers milliers d'euros et dizaines de milliers d'euros avec le marketing de réseau en parallèle. J'ai lancé donc un blog où je faisais de l'affiliation sur des formations en ligne que j'avais suivies. J'ai lancé des boutiques de e-commerce qui ont très bien marché, mais je me suis vite aperçue que c'était quoi, pas dans quoi le marché? Je faisais du comment on appelle ça, des blenders, des mini blenders de cuisine. Je sais pas si tu connais un petit peu ce genre de choses. Excuse-moi, je vois un coup. Complètement. Vas-y, je t'en prie. Des mini blenders que tu trimbales partout, etc. Enfin voilà, on a vendu des caméras aussi. Enfin voilà, plein de petites boutiques comme ça. Je faisais ça avec mon copain. Avec du stock ou tu étais plutôt sur du drop? Non, j'ai jamais fait de drop. On faisait tout avec donc le stock à la maison. Branding aussi, tu vois. C'est bien, c'est une bonne école, je trouve, l'e-commerce. Alors bon, effectivement, on se disait, on se connaissait pas trop avant. Voilà, tu me connais pas, tu connais pas mon historique et je connaissais pas forcément trop le tien. Mais moi, j'ai quasiment tout le temps bossé dans l'e-commerce, dans le monde du digital. Ok, d'accord. Et je trouve que c'est une bonne école parce qu'en fait, tu te rends compte que c'est pas juste acheter et vendre. Tu as de la compta, tu as de la logistique, tu as du transport, tu as énormément de choses. Et c'est assez formateur, je trouve. Ouais, et puis même, ça t'apprend à créer un site internet. Tu vois, c'est un truc qui est, entre guillemets, qui est quand même hyper important après, tu vois. Et après, surtout à faire venir des gens dessus. À faire venir des gens, à savoir comment écrire pour vendre, comment tu utilises les couleurs aussi. Enfin, il y a plein de choses. De toute façon, toutes les expériences que tu fais, e-commerce ou pas e-commerce, que ce soit dans le business, de manière générale, ça t'apprend des trucs plus tard, quoi. Donc voilà. Donc il y a eu pas mal de e-commerce. Après, j'ai arrêté quelques boutiques et j'ai créé mes propres produits que j'ai encore aujourd'hui. J'ai créé des agendas de productivité, des budgets planners, plutôt sous forme de carnet, voilà. Où, voilà, ça c'est marrant. J'avais reçu quelqu'un sur ce sujet-là qui s'appelle Ma Petite Organisation. Qui avait pareil créé un budget planner aussi. Ouais, un budget planner, mais un budget planner est plus un outil pour organiser. Ouais, voilà, productivity planner, ça doit être ça. Pour organiser son temps, tu vois, optimiser son quotidien, quoi. C'est incroyable ces outils-là parce qu'en fait, une fois que tu as ça, peu importe dans quel domaine tu te trouves, tu deviens hyper productif, tu deviens hyper carré, ce que j'avais pas trop à la base, quoi, tu vois. Donc voilà. Et puis j'ai investi dans l'immobilier. Enfin, je me suis intéressée à l'immobilier en même temps et en fait, je me suis rendu compte que mes comptes c'était n'importe quoi en faisant les formations justement. Que ce que je faisais, ça allait pas du tout. Et donc, entre le moment où j'ai acheté une formation immobilière et le moment où j'ai remis tous mes comptes bien comme il fallait, enfin, tu connais peut-être, tu as peut-être des élèves, je sais pas, qui font ce genre de choses. On n'est pas là-dessus, mais je vois totalement le sujet. Tu vois un petit peu, ok. Bref, parce que moi, j'avais 5 crédits conso. Donc, tu sais, des trucs où tu trouves que c'est normal. Non, c'est pas normal d'avoir 5 crédits conso. Puis, je rentrais des US, donc j'avais plus de thunes. Enfin, bref, le temps de tout remettre dans le verre. Après, j'ai commencé à acheter mes premiers immeubles, etc. Et puis à monter mon business surtout de coaching. J'ai tout fait en fait environ 3 ans après être rentrée des US, 2 ans ou 3 ans. J'ai eu un autre accident. Voilà, la meuf qui s'ennuie un peu, tu vois, et bien, on va refaire encore des accidents.
Et je me suis cassé le genou, une double fracture de rotule, encore à cheval, bref. Et je me suis retrouvée 3 mois allongée dans un lit. Pourquoi ça te fait jamais arrêter le cheval hein? Ah non, jamais de la vie. Non, mais c'était à chaque fois, enfin, entre guillemets... Si la première fois c'était un peu de ma faute, mais la deuxième fois, par contre, c'était vraiment un cheval qui a voulu taper mon propre cheval et qui m'a explosé le genou. Quoi, tu vois, donc je suis même contente que ce soit moi qui ai été touchée et pas mon cheval, tu vois, parce qu'on aurait dû l'euthanasier. Donc bref, c'est bizarre ce que je suis en train de raconter, mais c'est vraiment ce que je pense. Et fais gaffe parce que l'euthanasie c'est un sujet de discussion aujourd'hui au gouvernement. Hein. C'est vrai. Pour les humains, C'est vrai. En ce moment, il y a des lois qui justement veulent l'autoriser là. Il y a des projets. Enfin, en tout cas, Macron est en train de proposer un projet de loi pour ça. Ouais, je t'avoue que j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Je me suis pas assez penchée sur le sujet, mais. En tout cas, c'est un sujet. La fin de vie, décider de sa propre mort ou pas, c'est un sujet. Mais bon, bref, c'était une parenthèse. Tu parlais du cheval par rapport à toi. Et du coup, je me suis retrouvée 3 mois allongée donc dans un lit. Et en fait, là, je me suis dit, bon, t'as 3 mois. La vie t'a donné ce cadeau d'être 3 mois allongée avec quand même des indemnités qui tombent, etc. Parce que du coup, j'avais une assurance prévoyance, etc. en tant qu'kiné. Faut que tu montes un business, mais qui explose. Là, ça suffit de jouer petit parce que avec tout ce que je gagnais, marketing de réseau, et encore à ce moment-là, j'avais arrêté le marketing de réseau. Je n'étais plus du tout alignée dans ces valeurs-là. Je gagnais peut-être 2-3 000 euros avec mes business en parallèle de mon métier de kiné, mais ça ne me suffisait pas pour arrêter vraiment le métier de kiné. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu... de mon point de vue, illusoire d'arrêter ton taf quand tu gagnes 2-3 000 euros vite fait comme ça, que c'est pas... Je pense qu'il y en a beaucoup qui tombent de haut quand ils le font. Bah ouais, Enfin, moi, ça me correspondait pas. Puis, comme j'avais des grosses aspirations, il me fallait beaucoup de thunes, tu vois, donc ça me suffisait pas. Et donc là, je me dis, allez, go, faut que je monte un business. Et en fait, je me suis lancée dans un truc qu'on me demandait depuis longtemps, mais que je refusais de faire, le coaching, en fait. Le coaching mindset et business, avec tout ce que j'avais appris. Bon, là, j'ai vraiment fait un résumé, mais je me suis énormément formée sur le marketing, etc. Et je me suis lancée là-dessus. Là, j'ai fait mes premiers 10 000 euros et je me suis dit, OK, on tient un truc. Il y a quelque chose à faire. Il y a vraiment un truc. Et le même mois, j'étais en béquille du coup, avec mon genou, etc. Et j'ai acheté mon premier immeuble. Je suis allée démarcher mon premier immeuble en béquille, puisque le courtier que j'avais pris a fait n'importe quoi. Et voilà, donc ça a été c'était en début 2021, janvier ou février 2021. Non, février, puisque le 23 février, c'était mon anniversaire et j'ai signé mon immeuble le jour de mes 30 ans. Quand tu dis premier immeuble, c'est ton premier investissement immobilier ? Ouais, c'est ça. Ok, tu peux nous en parler ? Ouais. Tu veux les chiffres ou les choses comme ça Ouais, les chiffres, c'était quoi ? C'était où ? Comment t'en es venu à acheter ça ? Alors, je m'étais dit en me formant dans l'immobilier que parce que moi je cherche toujours à être la plus productive possible dans tout ce que je fais. Je me suis dit un immeuble en fait c'est la même énergie que si tu achètes. Par exemple, moi ce premier immeuble il y avait 3 appartes. Enfin il y a toujours 3 appartes. J'ai encore 3 appartes, un garage et une cave, donc 5 lots dedans puisqu'ils sont tous loués différemment. Je me suis dit soit je prends mon temps pour acheter 5 lots différents, soit en fait je le fais juste en une fois. Donc une fois le notaire, une fois les recherches, une fois le prêt. Enfin bon tout ça. Donc je me suis dit l'immeuble, c'est le truc, de mon point de vue en tout cas, qui est le plus productif. Et j'avais déjà pas le temps de mes journées entre les business, la kiné, etc., mes chevaux, tout ça, c'était un peu galère. Et donc, du coup, j'ai cherché autour de chez moi. Je voulais être à 2 heures max autour de chez moi. J'avoue que j'admire beaucoup les gens qui investissent hyper loin de chez eux. Moi, je suis pas capable de faire ça. Enfin, peut-être qu'aujourd'hui, je le ferais plus facilement parce que j'ai acheté plusieurs trucs et tout ça, mais d'investir loin. Et puis, j'étais toute seule au début, tu vois. J'avais pas d'entourage entrepreneur, investisseur. C'était vraiment, tu flippes, quoi. Et tu avais une volonté aussi que ça te génère un revenu, donc de le gérer toi-même, de pas déléguer aussi peut-être 100% du truc. J'ai délégué la gestion à une agence. Ça, par contre, je voulais pas avoir à m'en occuper. Ça me dérangeait pas. Mais voilà, en fait, c'était un peu le premier, donc tu sais pas trop comment ça va se passer. On te vend aussi du rêve sur Internet, donc tu sais pas si c'est vrai tant que tu l'as pas fait. Et voilà, donc je voulais quelque chose à 2 heures de chez moi. À l'époque, j'habitais aux alentours de Montpellier. Alors, je vais pas dire exactement où j'ai acheté, désolé, parce que la dernière fois que je l'ai dit, il y a 50 millions de personnes qui sont allées acheter dans le coin. C'est bon ça quand tu veux revendre. Et c'est clair. C'est bien, quand t'es arrivé toi en amont, c'est parfait ça. Ouais, c'est clair. Et du coup, en termes de chiffres, en plus, c'est pas la première fois qu'on me le demande, pour te redire, parce que c'était il y a 3 ans maintenant, je crois. Donc, j'ai demandé un différé que j'ai obtenu de 3 ans. Donc là, ça fait pas longtemps que je commence vraiment à rembourser. Donc, ça m'a fait une bonne petite trésor. Je crois que j'ai acheté 179 000, donc le prêt était de 201 000, un truc comme ça, 201 000, c'est ça. 201 000 euros, j'avais que 3 000 euros de côté à ce moment-là. Donc, en tout cas, à ce moment-là, c'était carrément possible d'acheter, même quand tu as une petite épargne et que tu faisais n'importe quoi avec tes comptes depuis la nuit des temps. Donc, c'est faisable, tant que vous êtes déter et que vous allez voir plein de banques, en tout cas. Et puis, j'ai acheté donc à 110%. Donc, j'ai pas mis d'apport, rien du tout. Donc, en mode, je m'en suis bien sortie. Ce qui était faisable à cette époque-là, effectivement. Ouais, ce qui était beaucoup plus faisable.
Il y en a encore un peu aujourd'hui, c'est carrément plus difficile, je pense. Après, je suis plus trop le marché de l'immobilier parce que je m'intéresse plus vraiment à... J'ai fait ce que j'avais à faire dedans, donc je suis plus focus dessus. Mais voilà. Et en termes de cash flow, on est à 11%, je crois que je ne dis pas de bêtises, 11% de renta sur celui-là. C'est celui-là ou c'est l'autre? Non, c'est celui-là. Donc 11% de renta, je ne saurais plus te dire exactement parce que je ne regarde pas, mais je sais que ce n'est pas bien, mais je regarde pas exactement. Plus, en dehors des chiffres, c'était plus la typologie. Voilà, c'était pour comprendre un peu sur quoi tu avais acheté. Il y a un T2, un T3, un T4, plus un garage, plus une cave qui sont aussi loués à l'extérieur. Et c'est une agence qui gère tout pour moi, qui gère aussi mes autres biens d'ailleurs. Il n'y a pas de Airbnb, tout est en longue durée, nu. Donc c'est pas le top, on est d'accord, mais c'était déjà beaucoup mieux que rien. Et puis j'ai pas eu à galérer avec cet immeuble. On a refait un appart entièrement l'année dernière. Qui lui, ça a duré un petit peu sur les travaux, enfin tu connais. Je connais, j'en gère toutes les semaines. Voilà, donc ça a duré un petit peu parce que j'ai pas vraiment mis le nez dedans, mais j'ai jamais eu de gros problèmes, tu vois, de choses comme ça quoi. Donc cool. Voilà, ça, c'était très clair. Premier, après tu fais quoi à partir de là? Ça t'ouvre les yeux sur autre chose? Ouais, en fait là, donc ça, on est en février donc 2021 à ce moment-là, et là du coup je monte mon business depuis fin janvier, début février, pareil, ça explose. Je suis encore allongée dans mon lit, faut savoir, à ce moment-là chez ma mère. Et je me dis, ok, et ben avant la fin de l'année, tu sais quoi, vu que mon business a l'air de fonctionner, sur les premiers mois, ça faisait à peu près la même chose, entre 8 et 10 000 euros à chaque fois. Je me dis, ok, c'est possible de le stabiliser ou de le scaler, donc ça veut dire que cette année, je suis capable de quitter mon travail en fait. Et je me dis, il faut que je fasse le maximum d'investissement IMO avant de quitter mon métier de kiné. Pour le emprunter. plus possible. Exactement. Et donc, la même année, j'ai cherché un immeuble et en fait, je tombe sur un appart. Donc, on me propose autre chose et je me dis, non, mais l'opportunité, elle est trop bien. Et ça arrive à beaucoup d'investisseurs qu'en fait, vous cherchez un truc puis vous tombez sur autre chose et vous dites, non, mais là, je peux pas passer à côté, quoi. C'est pas possible. Et donc, je suis tombée, pareil, pas très loin de Montpellier, un T2 à refaire entièrement, mais à un prix, je sais plus, je crois que c'était 36 000 euros, je crois, donc que dalle, et qui aujourd'hui est loué en location courte durée et qui marche très très bien et qui me rapporte, je crois qu'il me rapporte même plus que l'immeuble, tu vois, entier, alors qu'il m'a coûté carrément moins cher. Et là, tu délègues tout? Une conciergerie aussi, par Alors exemple? au début, j'ai délégué à une conciergerie et en fait, je me suis, au bout d'1 an à peu près, je me suis rendu compte que finalement, je passais plus de temps à répondre à la meuf qui gérait la conciergerie qu'à le faire moi-même, donc j'ai lâché. Et c'est vrai que ça fait 2 ans que c'est moi qui le fais, où j'ai juste je fais des copier-coller sur WhatsApp à mes femmes de ménage. Enfin, j'en ai plusieurs, du coup. Ça, c'est important aussi. Prenez plusieurs femmes de ménage. Pour un backup, là, c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Et en fait, là, ça va bien. Bon, tu vois, on a de temps en temps des dégâts des eaux, des trucs un peu sympas. Tu vois, les toilettes du voisin du dessus qui fuient, ce genre de trucs. Voilà, bref, des petites choses comme ça. Pour ceux qui ont écouté mon télégramme, peut-être, là, je crois que c'était en novembre ou en décembre. Bref, il nous arrive des petits problèmes comme ça. Mais j'ai envie de dire, c'est normal quand tu fais de l'IMO. Faut accepter les soucis qui vont avec. Et puis du coup, là, donc ça, c'était fin d'année. Et pareil, en même temps, là, avec mon compagnon, cette fois, on a acheté aussi un immeuble. Pareil, toujours dans les mêmes zones, mais jamais dans la même ville. Moi, je me dis, on sait jamais s'il y a une météorite qui tombe. Je pense que c'est une bonne chose. Tu vois, non, mais je pense que c'est une bonne chose, surtout. Parce que, du coup, tu as quoi, 3 biens là, c'est ça? En tout, j'ai 2 immeubles et un appart. Donc, effectivement, je pense que c'est pas mal quand on a en plus pas trop, tu vois, de diversifier géographiquement, les types d'exploitation aussi, éventuellement, etc. Après, si tu en as 10 dans une ville, 10 dans une autre, 10 dans une autre, c'est un peu différent. Mais, ça va. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, le dernier immeuble qu'on a acheté, là, c'était de mémoire, je crois que c'était 300... Je n'ai pas envie de te dire de bêtises parce que je suis très mauvaise pour retenir les chiffres, mais c'est 360 000, je crois qu'on l'a acheté. Et celui-ci, donc quand même un beaucoup plus gros morceau qu'on a acheté en SCI. Et du coup, il y a 5 appartements. Un qu'on a remis en location courte durée une fois que la personne est partie. On a vraiment fait un test. On n'avait pas fait d'études de marché, c'est pas bien. Mais on n'avait même pas fait d'études de marché. On a dit, vas-y, on a des meubles, on le teste. Et on voit, et en fait, ça a super bien fonctionné. Il y a un 6e appartement qu'on va diviser en 2, qui n'a jamais été loué, qui ressemble à rien. Il faut tout faire dedans. Mais en tout cas, il y a 5 appartements qui sont loués toute l'année, dont le Airbnb. Enfin, je dis le Airbnb, mais la location courte durée, parce que c'est plus Booking d'ailleurs que Airbnb en ce moment pour nous. Et puis, il y a un local commercial aussi qui est loué par la mairie depuis 20 ans, un truc comme ça. Donc, on est bien. Ouais. Top ça. On est plutôt bien sur cet immeuble. Et en dehors de l'IMO, après, maintenant, c'est quoi qui t'anime aujourd'hui? Alors moi, l'IMO ne m'a jamais animée, pour être très cash. Donc tu l'as fait plutôt pour asseoir quelque chose, quoi, un petit revenu récurrent aujourd'hui et peut-être demain? Alors en fait, c'était pas pour un revenu, c'était vraiment parce que mon objectif de vie, c'est acheter un ranch. Voilà, parce que je monte à cheval, c'est ma passion, c'est mon kiff. Donc je veux mon cheval, enfin mes chevaux avec mes vaches, tout ça, 25 hectares, bref. Et donc un ranch, ça coûte cher. Enfin, le ranch que je veux coûte cher, plutôt, on va le dire comme ça, parce que je vais créer un coworking dedans. Enfin bref, j'ai plein d'idées. Et d'ailleurs, on l'achète cette année. On a commencé les recherches. Cool. J'ai démarré des études agricoles en parallèle de mes business l'année dernière
pour avoir le statut agricole et que ce soit plus facile pour moi d'acheter mon ranch. Enfin bon, bref, on a vraiment fait ça step by step. Et en fait, l'objectif avec l'immobilier, c'était que si j'étais encore kiné et que j'avais monté un peu mes business à côté et que j'achetais un ranch, j'allais être esclave en fait du prêt qu'allait coûter le ranch, donc entre 3 et 4 000 euros minimum à rembourser tous les mois, sans compter l'activité à faire dessus. Ça allait être la galère. Enfin, clairement, ça allait être la galère. Franchement, j'aurais pu. Mais je me suis dit, je vais plutôt être patiente. Je vais attendre 2, 3, 4 ans et créer des sources de revenus qui fonctionnent toutes seules, entre guillemets, pour en fait que ça paye le prêt du ranch. Et que le jour où j'ai mon ranch, j'ai pas à courir comme une folle dans tous les sens et pas passer de temps dedans. Et surtout que j'ai pas de l'argent pour déléguer quelqu'un qui s'occupe du ranch. Parce qu'il y a quelqu'un qui va gérer le ranch, il y a un ouvrier agricole qui va gérer le ranch, les chevaux, les vaches, etc. pour que moi, ce soit vraiment ma maison, mon lieu de vie et pas juste un endroit où je galère, quoi. Voilà. Donc, je l'ai fait comme ça et ça a plutôt bien marché. Donc là, avec les 2 immeubles et l'appart, en tout, je crois que je génère... je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'on a 2006 à peu près net, enfin vraiment de cash flow. Maintenant que tu es rentré en amortissement du prêt. Oui, une fois qu'on a tout. Donc du coup, c'est à peu près un peu plus de la moitié de ce dont je vais avoir besoin pour le ranch, sachant que mon compagnon achète avec moi. Donc tu vois, comme ça, c'est un peu l'idée que j'ai eue. Et puis aujourd'hui, moi, ce qui me passionne, bon, évidemment, c'est d'acheter mon ranch, mais c'est mes business surtout. C'est l'académie que j'ai créée, etc., qui aide les gens à monter leur business, à kiffer, à devenir libre, etc. C'est plutôt sur cet aspect-là. L'IMO, ça m'a jamais... fait kiffer, enfin ça m'amusait de trouver des biens qui sont le plus rentables possible, de les négocier le plus possible, et encore des fois il faut pas trop négocier quand c'est intéressant, bon à voir. Ça c'est ce qui m'amusait, être la plus rapide à chaque fois, parce qu'il y en a tellement qui me sont passés sous le nez, tu vois, que tu y vas et puis tu mets 2 jours à visiter, la veille il y a quelqu'un qui a pu visiter à ta place, quoi. Donc ça m'amusait, mais une fois que j'ai atteint mes 2005 par mois que je voulais atteindre en fait à la base, je me suis dit voilà, ça m'intéresse plus d'aller vraiment plus loin. Je pense que je ferai un peu de l'achat-revente quand j'aurai, parce que là j'ai tout en locatif du coup. Je pense que je ferai de l'achat-revente quand j'aurai le ranch et que j'aurai fait tout ce que j'ai envie de faire sur le ranch et que ça m'amusera, voilà, de rénover, de revendre, etc. Mais là, c'est pas du tout l'objectif, quoi, pour l'instant, en tout cas. Ok, c'est quoi tes business, du coup, aujourd'hui ? Alors, je fais du e-commerce, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Là, ça grossit de plus en plus. Mais surtout, mon activité principale, c'est une académie en ligne dans laquelle je vais aider mes élèves à prendre confiance en eux, à trouver leur idée de business, parce qu'on est tous différents. Okay. Tu as tout le monde qui vante, oui, il faut faire tous du e-commerce, ou il faut faire tous de l'immobilier, ou faire tous, je sais pas moi, de l'affiliation, ou Amazon, KDP, ou ce genre de choses. Mais en fait, voilà, là, c'est vraiment trouver le type de business pour la personne, pour la personnalité de la personne, et on l'aide à le créer en fait. Donc là, c'est vraiment du one-to-one, donc c'est toi qui vas coacher ou comment ça se passe ? Je fais les deux. En fait, le one-to-one hors de l'académie, je le fais que pour des personnes qui sont très avancées aujourd'hui, donc des influenceurs, etc., qui n'ont pas forcément envie d'être vus sur des communautés, etc. Parce qu'il faut savoir que même si tu as 500 000 abonnés, c'est pas pour ça que tu gagnes des thunes. Voilà, je préfère juste le dire. Et j'en ai vu beaucoup plus que ce qu'on croit. Donc ça, je le garde plutôt en one-to-one parce qu'encore une fois, ils veulent pas trop cette visibilité-là. Par contre, au sein de l'académie, c'est vraiment une communauté. Donc tu as la partie formation en ligne où tu as 40 modules vidéo où les gens ils vont faire à leur rythme, etc. Tu as du one-to-one avec moi, je le garde parce que j'adore ça. C'est pour ça qu'on sélectionne, on ne prend pas... tout le monde ne peut pas rentrer en fait, on sélectionne vraiment les personnes. Je fais des coachings de groupe aussi. Et là, d'ailleurs, aujourd'hui, parce qu'on est à Toulouse là aujourd'hui, je donne une immersion aussi pour les élèves de l'académie où là, on fait du présentiel, je le fais 2 fois par an. Là, je vais prendre une trentaine d'élèves. Il se passe quoi dans cette immersion ? Ah, ça, c'est un secret. Non, même eux, ils savent pas ce qui les attend. Mais en fait, j'utilise pas mal de techniques. Ils vont pas l'entendre avant que ça arrive. Non, c'est clair, c'est clair. C'est clair, mais pour la prochaine peut-être. Mais dans ces immersions, si tu veux, on va travailler vraiment sur de la libération énergétique aussi, parce que je travaille aussi sur ces domaines-là, même si c'est pas vraiment mon focus en fait aujourd'hui. Mais pour monter un business qui te fait kiffer, il faut déjà t'enlever tous les boulets que tu as sur toi pour avoir moins peur, pour être plus toi-même, pour oser y aller malgré le regard des autres, etc. Donc en fait, on travaille sur tous ces aspects-là mindset avant même de parler business. Et donc dans l'immersion, on fait pas mal de petits exercices en présentiel. Et en vrai, je peux pas trop spoiler parce qu'il y a vraiment des choses que si tu t'y attends, tu le vis pas pareil. Donc voilà. Et là, ça dure 48 heures. Il y a mon équipe qui est là aussi. Et puis, on travaille très dur. Tout le monde pleure. Mais tu sors de là, t'es lessivé. Mais tu repars sur des bases qui sont plus saines pour toi, quoi. J'ai l'impression, en regardant ton site et ce que tu fais, que tu as une communauté très féminine. Pas tant, en fait. Sur les photos, en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Sur les photos, ouais. Alors, peut-être que tu as vu les photos aussi des Cowgirl Boss Immersion. Ça, c'est un autre type d'immersion que je fais où là, on fait du cheval aussi. Alors, c'est pas du tout en mode équithérapie ou je sais pas quoi, ou thérapie avec les chevaux. C'est juste que la moitié de la journée, on fait de l'introspection, on parle de business, etc. Et l'autre moitié, on monte à cheval, on galope. On va faire sur un ranch là, du sud de la France, on monte à cheval avec des vaches et tout ça. Enfin bon, bref, donc ça n'a aucun rapport. Mais souvent, les photos que je poste, c'est surtout ça.
Parmi mes élèves, tu as à peu près 2 tiers de filles et 1 tiers de mecs. Ok. Ouais. Bon, ça va. Ouais. C'est un peu les deux. Ouais. Je prends pas mal de mecs aussi. Et toujours sur ton site, j'ai noté une phrase. J'aimerais bien que tu m'expliques ce qu'il y a derrière tout ça. C'est la phrase en fait sur toute ta page d'accueil du site qui est « Comment changer de vie et devenir libre ». C'est quoi pour toi de devenir libre ? Pour moi et pour les autres, ça va être différent, je pense, parce que chacun a ça. Et toi, t'en as. D'ailleurs, je serais curieuse de savoir ce que c'est aussi pour toi, devenir libre. Moi, la première chose, c'était déjà les thunes. Devenir libre financièrement, parce que j'en avais jamais eu, c'était toujours galère. Et même en tant que kiné, je faisais n'importe quoi avec mon argent. Et du coup, je pouvais pas me payer les voyages que je voulais. Enfin, bref, c'était compliqué. Donc d'abord, numéro 1, c'était la liberté financière. Donc moi, ça représente 15 000 € par mois de chiffre d'affaires. J'ai besoin juste de ça. En vrai, je gagne beaucoup plus que ça aujourd'hui, c'est cool. Mais il me fallait 15 000 pour faire tout ce que j'avais à faire, etc. Déléguer ce que j'avais envie de déléguer, voyager quand j'ai envie, parce qu'aujourd'hui, je suis digital nomade, je voyage partout. Donc bref, ça, c'était la liberté financière. Ensuite, il y a eu la liberté géographique, c'est-à-dire pouvoir bouger quand j'ai envie, où j'ai envie. Il faut savoir que mon compagnon, il a une ONG au Cameroun, donc il y passe 6 mois de l'année. Et donc, d'ailleurs, je pars au Cameroun là, dans une semaine. Et donc, moi, j'y vais aussi régulièrement quand il y est. Et donc, il fallait que je puisse bosser depuis un ordinateur là-bas à n'importe quel moment. Sinon, ça allait être compliqué. Et ensuite, il y a la liberté mentale aussi. Tu sais, de charge mentale, en fait, de stress, etc. Et ça, c'est un truc que j'ai acquis il y a peut-être une petite année, où vraiment de se libérer de tout ce stress, de comment aussi te voient les autres, de toute cette, excuse-moi du terme, putain de charge mentale que tu as sur plein de domaines de ta vie. Voilà. Et actuellement, là, je travaille sur ma liberté physique, c'est-à-dire que j'ai repris, suite à mon accident, je pouvais plus marcher, c'était un peu complexe. J'ai repris le contrôle de mon corps avec mon coach sportif et tout ça, tu vois, voilà. Donc pour moi, il y a plusieurs niveaux de liberté que j'avais pas du tout vu quand j'ai démarré. Moi, il y avait la liberté, les thunes, tu vois, les finances d'abord. Et je pense que c'est quand même par là qu'il faut démarrer si tu veux que le reste suive pour que ce soit plus facile, quoi. Mais je serais curieuse de savoir pour toi aussi. Attends, j'ai une question d'abord. Est-ce que tu constates, du coup, dans ta communauté, les gens qui viennent justement dans ton académie, est-ce que tu constates qu'ils ont à peu près quand même le même but, même si effectivement chacun, voilà. Est-ce que ça commence justement comme toi par la liberté financière ? Et c'est quoi l'horizon ? Est-ce que c'est très court-termiste ? Est-ce que c'est plutôt long-termiste en se disant, moi, ok, je suis conscient que ça va prendre du temps, c'est 10 ans, c'est 15 ans, etc. Ou est-ce qu'il y a quand même des doux rêveurs aussi qui se disent, ok, moi, dans 2 ans, je vais arrêter de bosser, je vais faire 5 000 par mois ? Eh ben, t'en as qui y arrivent parce qu'ils s'en donnent les moyens, tu vois. Et t'as aussi des personnes parmi mes abonnés qui vont te dire, ouais, mais moi, je veux gagner 10 000 € là dans 1 an et arrêter mon boulot. Ouais, bouge-toi. Et j'ai 5 000 € sur mes comptes. Ouais, voilà, ça va être compliqué. Donc après, j'ai vraiment différents types d'élèves. Je pense que la grande majorité, c'est des gens qui... 80% de mes élèves, c'est des gens qui ont encore un taf, qui montent un business en parallèle et en moyenne, ils vont mettre 1 an et demi à vraiment le quitter pour pouvoir vivre de leur activité. En moyenne, c'est ça. Mais c'est pas forcément dans l'investissement immobilier ou l'investissement tout court, même s'ils le font aussi, parce qu'on diversifie quand tu es entrepreneur. Mais la moyenne, c'est ça. Maintenant, t'en as qui vont beaucoup plus vite. J'ai des élèves qui ont 2 mois après, qui avaient quitté leur taf et qui faisaient 10 000 €. C'est rare. Franchement, c'est rare. Voilà, moi, ça m'est arrivé parce que je m'étais énormément formée en amont et le jour où j'ai trouvé le bon canal, si tu veux, j'y suis allée à fond et j'ai fait mes premiers 10 000 balles. Mais c'est quand même beaucoup plus rare. C'est pas parce que tu les fais sur 6 mois que tu vas les faire pendant 6 ans. Exactement, exactement. Consolider, je pense, les acquis, c'est quand même intéressant aussi. C'est clair. Et c'est pour ça que moi, je démarre par le mindset, en fait. Par déjà faire un gros décrassage de tous les boulets que tu te traînes, familiaux souvent, et c'est comme ça, mais de toutes les peurs que tu as, tous les trucs qui t'encrassent et qui t'empêchent, en fait, de faire des trucs qui te font vraiment kiffer. Le but, moi, c'est pas de rendre les gens millionnaires. J'en ai rien à taper, ça m'intéresse pas. C'est vraiment de leur faire trouver le type de business qui leur correspond au moment où, en tout cas, ils sont en train de faire la formation. Parce que ça peut changer et c'est ok si ça change, c'est pas grave. Moi j'ai changé plusieurs fois de business et ça m'empêche pas de kiffer et de gagner de plus en plus d'argent, donc c'est ok. Mais c'est vraiment de trouver le truc qui leur correspond pour que les 2, 3, 5 ans qui arrivent, ils fassent ça, ils se régalent, et s'ils veulent changer, ils auront déjà les clés en fait pour monter un business et tu repars pas de zéro à chaque fois, quoi. T'as déjà des clés, tu sais exactement par où appuyer, trouver le bon réseau, trouver les bonnes personnes à qui t'adresser, etc. pour avancer, quoi. Et qu'ils puissent continuer à s'épanouir dans ce business, parce que comme tu dis, effectivement, d'abord c'est peut-être un objectif financier, parce qu'en fait c'est ce qui drive quand même la majorité des gens. Voilà. Et après clair. Effectivement peut-être trouver quelque chose qui te plaît tout en, on va dire, réussissant cet objectif de liberté financière. Voilà. Mais liberté financière seule, ça me semble un peu bancal, effectivement. Moi je prends pas ça du tout. Et c'est ce que je pensais au début. Je pense que c'est ce qu'on croit tous, parce que quand on démarre, on se dit il faut que je fasse plein d'argent et tout va rouler tout seul. Ah non, même si tu as plus d'argent, si t'as pas travaillé sur ton mindset, etc., soit tu perds tout parce que t'as pas, ça a pas fonctionné comme tu voulais et comme tu devais comme c'était censé fonctionner pour toi. Soit en fait tu fais des dépressions. J'en ai tellement vu autour de moi des entrepreneurs qui gagnaient beaucoup plus que moi, tu vois, des milliers, des millions, même, qui vraiment, il y a un moment, ils atteignent un pic et comme l'objectif c'était les thunes.
bah derrière il y a plus rien, c'est le vide quoi, c'est le vide intersidéral, tu sais plus après quoi tu cours. Et il y en a plein qui font des dépressions et tout ça. Après ils ont fait ces erreurs là, donc justement j'ai pas fait les mêmes derrière. Je pense que l'intelligence dans le business, c'est de regarder les erreurs que font les autres pour pas refaire, plutôt que de faire toutes les erreurs toi-même. Donc voilà, même s'il y en a quand même quelques-unes par lesquelles on est censé passer, tu vois. Je crois que tu es obligé d'en faire quand même. Je crois que tu es obligé d'en faire parce que quand ce sont les autres qui les font à ta place, t'as pas la même conscience de la chose. Je pense, tu vois, t'es quand même obligé je crois, de tomber pour savoir à quel point ça peut faire mal, tu vois. Ça, parce que la douleur de l'autre, tu la ressens jamais, en fait. Ouais, mais tu dis, ok, t'as 1, 2, 3, 4 personnes qui font 1 million, qui sont pas heureux, tu dis, attends, il y a un problème. Ah oui, je suis d'accord. Mais je vois ce que tu veux dire. Mais tu vois, toi, quand t'es tombé à cheval, je pense que la douleur, tu l'as ressentie toi. Oui. Et moi, je vais difficilement pouvoir approcher cette douleur, tu vois, et pour éviter l'erreur, parce que tant que tu l'as pas vécu, vraiment, ça reste compliqué. Enfin, à mon avis. Non, mais t'as raison, vu comme ça. C'est vrai. Ok, après, donc. Je pense qu'on en fera tout. Excuse-moi. Vas-y. Non, je disais, après, je pense que de toute façon, si tu veux devenir entrepreneur, il faut t'habituer à faire des erreurs. Moi, j'en fais tous les jours. Enfin, vraiment, tout le temps. Et tu fais des trucs, des fois, t'investis plein d'argent, plein de temps, plein d'énergie dans un truc. Ça marche pas, ça fait un bide. Et à côté, t'as un truc où t'as mis zéro focus qui explose. Tu dis, bon, bah, en fait, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Enfin, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu. C'est clair. Et en dehors de l'erreur, tu vois, je trouve qu'il y a quelque chose qui est important aussi dans l'entrepreneuriat, c'est le doute. Le doute, tu vois, enfin moi par exemple tous les matins je me lève avec du doute et tous les soirs je me couche avec du doute et en fait toutes les nuits je dors pas. Enfin, je doute. Tu vois ce que je veux dire? Toujours, non mais c'est toujours vraiment le doute c'est un truc qui est vraiment, tu vois, animé de manière j'ai envie de dire un peu négative ma vie parce que c'est chiant, tu vois, de douter tout le temps, voilà. Ok, je t'avoue que je vis pas trop ça comme ça moi, mais et quand je te vois, tu vois, je te vois hyper enjoué, plein de confiance. Tu vois, plein de dynamisme et tout. Tu dis, t'as plein d'idées, t'as plein de choses. Donc ça, c'est le propre d'un entrepreneur aussi, d'avoir pas mal de créativité en soi. Mais est-ce que ça t'arrive de douter? Je sais pas si ça m'arrive de douter, je crois pas. Par contre, ça m'arrive d'avoir peur. J'ai souvent peur. Je flippe très, très souvent. Mais de me dire, de douter, de me dire, est-ce que c'était la bonne décision et tout, franchement, c'est rare. Parce que je vais prendre des décisions très rapidement, par contre. Mais quand j'en ai pris une, je vais pas la regretter. Je vais dire, de toute façon, j'aurais fait mon max, tu vois, je vais y aller. Je doute pas trop de est-ce que c'est voilà, ce truc de est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pas une bonne idée. Je crois pas que je doute vraiment. Au début, oui, carrément. Je doutais tout le temps. Parce que tant que t'as pas eu de résultat, de toute façon, tu vois, c'est compliqué. Mais maintenant, non, c'est plutôt la peur que je vais avoir qui prend plus vraiment la même place parce que maintenant, je me connais et que de toute façon, quand tu fais du développement personnel et tout, tu apprends des trucs sur toi, tu sais comment tu marches, tu sais les zones d'ombre un peu, etc. Donc ça va plutôt être la peur. Tu vois, par exemple, la semaine prochaine, j'ai un TEDx, je donne une conférence TEDx. Et en fait, bref, il y a 2 jours, la personne qui m'a dit ce qu'il fallait faire pendant le TEDx a remis tout ce que j'avais fait en question en disant alors le contenu est bien, par contre c'est pas comme ça, comme ça. Sauf que là, pendant 4 jours, je suis en immersion, tu vois, donc je peux pas du tout bosser sur ces trucs-là. Et là, je me dis oh my god, tu vois, je vais arriver là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Je vais pas douter, si tu veux, de mes capacités parce que j'ai vraiment appris à avoir confiance en moi. Quoi qu'il arrive, je fais mon max, tu vois. Par contre, je flippe, je me dis, là, franchement, je vais arriver devant 500 personnes. La chaîne YouTube, elle a 40 millions d'abonnés, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Donc, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Je pense que c'est vraiment, vraiment ça. Par contre, moi, je dors très bien la nuit. Je t'avoue que moi, je suis pas en mode petit vélo tout le temps dans la tête, tu vois, qui tourne. Parce qu'en fait, ça me prend trop d'énergie. Donc, c'est un choix que je fais en mode... désolé du terme, mais en fait, ce que je fais, c'est que je me dis, Léa, ta gueule, quoi. Enfin, quand je commence à douter, et c'est Tony Robbins qui m'a appris ça, c'est fuck it, stop, fuck it, shut up, et t'y vas quand même, quoi. Donc, c'est ma façon de fonctionner. Ça marche pour moi aujourd'hui. Est-ce que ça marchera encore quelques années? J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça a marché, quoi. Ok, intéressant. Bon, tu sais que c'est les 2 premières minutes qui sont difficiles quand tu es on stage devant des personnes. Tu le sais, tu l'as déjà fait. Les 2 premières minutes, tu vois, en fait, je parle de ton TEDx pour le stress. Je sais pas, j'en sais rien. C'est vrai que j'ai fait plein de conférences. Il y en a où je vais paniquer alors qu'il y a 3 personnes et demie. Et il y en a d'autres où il y a plein de monde et je suis hyper sereine. Donc, ça dépend. Je sais pas. Tu me sembles quand même assez à l'aise, tu vois. Donc, je me dis que tu dois pas douter très longtemps ou stresser très longtemps quand tu es sur scène. Non, ça va. Franchement, ça va. En fait, je me demande surtout, est-ce que je vais impacter les gens, tu vois, plutôt de... Je me pose pas la question de, est-ce que mes cheveux vont être bien? Est-ce que je vais bégayer ou quoi? Je me pose pas la question. Si je bégaye, je dis, ah pardon, et je recommence, je m'en fous. Par contre, est-ce que je vais vraiment donner les déclics que je veux donner aux gens? Ça, c'est un truc qui est important pour moi, tu vois. Donc, ça va plutôt être là-dessus. T'as une équipe aujourd'hui avec toi? Ouais. Vous êtes, t'as combien de personnes autour de toi? C'est quoi les rôles? Alors, sur la partie business, il y a une dizaine de personnes, d'ailleurs, qui sont dehors au resto pendant que je suis en train de faire ce podcast avec toi. Je vais les retrouver après. Du coup, j'ai une assistante qui est une de mes potes depuis le début, qui était opticienne, qui n'a rien à voir, mais qui avait fait un burn-out et je l'ai pris en mode tiens, tu veux pas faire quelques heures? Et puis ça s'est transformé en 80 heures par mois. Elle est salariée? Non, j'ai aucun salarié. Je veux pas de salarié. Je refuse ça. Pourquoi? Ça m'intéresse.
Je veux que des freelances pour plusieurs raisons. La première, c'est que je veux pouvoir claquer des doigts et arrêter tout ce que je suis en train de faire. Je veux me sentir libre, toujours pareil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est de la paperasse, que ça me saoule et que c'est des obligations et que je veux pas me sentir emprisonnée. Enfin, obligée, tu vois, machin. Enfin, tu veux virer un salarié, bonjour derrière. Je sais pas si t'as des salariés, toi. Ouais, j'en ai, ok, bon, voilà. Bon, j'espère que ça se passe bien avec toi, tu vois. Ça se passe bien, très bien. Mais voilà, moi, c'est un truc qui me... Je veux vraiment pouvoir claquer des doigts et tout arrêter et pas... Voilà, donc ça, c'est important. Et je veux surtout que toutes les personnes qui bossent dans mon équipe, je veux qu'ils aient d'autres activités à côté. Je veux pas qu'ils dépendent que de moi. Encore une fois, parce que moi, je veux me sentir libre du jour au lendemain s'il y a un souci, etc. Et donc, mon assistante, elle fait de la photo à côté. Enfin, voilà, ils font tous d'autres activités. Moi, je les aide sur leurs autres activités quand ils ont besoin aussi. Donc voilà, donc j'ai mon assistante qui est assistante un peu business, qui fait de la compta, des choses comme ça, et qui fait aussi tout ce qui est customer care. Donc elle s'occupe des clients dans l'académie, tout ça. Elle organise aussi mes événements. C'est un couteau suisse, elle est incroyable et elle n'est pas disponible. Désolée, je préfère le dire parce qu'il y a tout le monde qui dit tu peux me filer son numéro. Non, c'est mort. Non, elle a plus de place du tout. Et du coup, elle va s'occuper d'organiser mes événements comme mes immersions. Elle fait aussi tout ce qui est personal assistante. Donc, elle va réserver mes billets d'avion, de train. Là, tu vois, elle vient de m'organiser tout un voyage dans le Yellowstone là, parce que je pars en mai faire un road trip dans le Yellowstone. C'est elle qui réserve les voitures, qui trouve. Enfin, elle connaît mes goûts par cœur. Elle a mes cartes bleues. Elle fait. C'est quoi le modèle économique que tu trouves avec elle? C'est à la journée? C'est à l'heure. Elle est à l'heure. Et après, elle a en moyenne elle fait à peu près 80 heures par mois. Je sais que c'est à peu près ça. Des fois c'est plus, des fois c'est un peu moins, mais c'est rare que ce soit moins quand même. Parce qu'on a de plus en plus de projets quand même. Donc il y a mon assistante. Ensuite, j'ai une autre personne qui va gérer à la fois un peu du montage vidéo, mais elle en fait un peu de moins en moins. Et puis surtout toute la partie technique, tu vois, le site internet, les pages de vente, etc. Tous les bugs, parce que des bugs, vous en aurez tout le temps. Donc voilà, tous les bugs, voilà, il gère tous les trucs où je comprends toujours rien. Une personne pour le SAV, toujours. Ah ouais, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc lui, il gère ça. Après, j'ai une personne qui est OBM, Online Business Manager. Donc elle est arrivée il n'y a pas très longtemps. Elle gère l'équipe, justement. Parce que sinon, moi, j'étais en mode ping-pong toute la journée, etc. C'était compliqué. Et elle fait aussi une partie marketing. Là, elle vient de passer aussi sur la partie marketing parce qu'elle gère bien sur ça. J'ai une copywriter aussi qui gère aussi une partie d'ailleurs de mes réseaux, enfin qui fait un peu du customer, du CM, je bug sur le mot. Community Manager, merci. Elle fait un peu de community management et du copywriting. Elle écrit des emails, des choses comme ça. Le copywriting, tu peux nous en parler c'est l'art d'écrire pour vendre. J'aime bien cette phrase. C'est comment vendre en fait à l'écrit. Donc avec des mots qui impactent, des phrases qui impactent, des phrases qui font cliquer. Voilà, ce genre de choses. Donc ça peut être des titres, ça peut être des mails entiers. Elle fait tout. Elle fait, après, je repasse toujours derrière. C'est toujours moi qui ai le dernier mot sur tout, mais voilà, c'est une de mes élèves à la base que j'ai recrutée carrément dans l'académie. Qu'est-ce que j'ai après dans l'équipe? J'ai un monteur vidéo qui, lui, fait que du montage vidéo, toutes mes vidéos YouTube, etc. J'ai une autre monteur vidéo qui, elle, reprend les vidéos YouTube et les découpe pour des réels, Instagram. Et la copywriter, elle s'occupe des timelines, c'est de tout découper. Tout le process, ça, je ne gère rien et c'est incroyable. C'est vraiment trop bien. C'est bien ça. Grave. Si toi, tu fais un peu de création de contenu, tu sais à quel point tu te retrouves vite perdu quand t'en fais beaucoup. Ouais, après, je trouve que la difficulté quand tu délègues ça, c'est justement une personne qui arrive à comprendre quand même le fond à la fois et la forme que tu veux donner, et donc de te prendre justement les bons moments. Tu vois, parce que sur une vidéo d'1 heure comme aujourd'hui, tu choisis 5 moments. Peut-être que toi, tu vas choisir des moments différents d'une autre personne. C'est clair. Tu vois, qu'elle va trouver plus impactant ou autre. Et souvent, il y a un petit décalage, quoi, je trouve. C'est pour ça que moi, c'est ma copywriter qui fait les timelines. Parce qu'elle sait exactement les mots qui vont il faut qu'elle réfléchisse vraiment comme toi. C'est pour ça que c'est une de mes élèves. Que j'ai pris quelqu'un qui est dans mes valeurs. Parce que nous, on sélectionne les élèves sur la motivation et la bienveillance. Donc, je sais qu'elle a les mêmes vibes que moi. Elle me suit depuis très longtemps. C'est une de mes élèves. Donc, c'est pour ça que je voulais quelqu'un qui me connaisse. Comme ça, c'est quand même plus facile. Et de toute façon, si elle fait des bêtises, et elle en fait, et j'en fais aussi, je la reprends sur certains trucs qu'elle apprend, il n'y a pas de souci, quoi. Sur tes activités e-commerce, comment ça se gère? C'est mon assistante qui fait tout. En fait, il y a la personne qui s'occupe de la partie technique, il va gérer aussi si on a des bugs sur le e-com, etc. Mon assistante, elle s'occupe des envois. Elle refait les stocks. Elle a tous les stocks chez elle. C'est elle qui fait les colis? Ouais, elle fait tout. Elle est vraiment incroyable. Donc, elle est vraiment, vraiment ouf. Ouais. Elle est vraiment drivée par par l'impact qu'on a aussi, qu'on veut avoir en tout cas. Tous les gens qu'on change, tu vois, qu'on aide à changer, etc. Elle est vraiment drivée par ça, donc elle kiffe de ouf, quoi. Trop bien. Ouais. Et après, j'ai qui dans l'équipe? Après, j'ai aussi des personnes de l'académie qui sont des élèves de l'académie que j'ai recrutées pour m'aider à sélectionner les élèves. Donc, on appelle ça closing, mais en fait, c'est pas vraiment des closeuses. C'est du casting, quoi. Ouais. Ah purée, c'est la première fois qu'on me sort ce mot, mais c'est incroyable, c'est exactement ça. Pourtant, il est vieux comme... Non mais c'est clair, mais d'habitude, j'avais jamais trouvé le bon mot, tu vois.
Tu viens de me trouver une idée. Magnifique. Ok, directrice de casting. C'est c'est les directrices de casting. C'est incroyable ce que tu viens de dire. Je vais fais gaffe parce que les directrices, ça se paye cher par contre. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'en ai pris au fur et à mesure. Au début, c'est moi qui le faisais. Et puis on a tellement de monde, on a des centaines d'appels à chaque fois, donc à chaque lancement, etc. Oui. Donc là, elle m'aide aussi. Et puis, je pense que j'oublie du monde. Non, je crois que c'est bon. Sur la partie business, c'est à peu près ça. Ok. Ouais. Et après, sur l'IMO, j'ai des agences avec qui je bosse, des femmes de ménage, plusieurs femmes de ménage, etc. Et après, j'ai plein de freelance que je prends en one-shot. Tu vois, là, on est en train de refaire tout le design du site qui, franchement, ressemble à rien. Là, il fallait vraiment qu'on s'y mette. Du coup, il y a des personnes qui vont faire le design du site, ou je vais avoir un vidéaste aussi. J'ai un vidéaste avec qui je travaille très souvent. Voilà. Donc, on a pas mal de monde. Ok, cool. J'espère que j'oublie personne, mais je crois que c'est ça. C'est quoi tes prochaines étapes, justement, en dehors du ranch ? J'allais dire le ranch. Ouais. Là, je suis très, très focus sur le ranch. Là, franchement, c'est juste de continuer à développer et à automatiser un max, ce qu'on fait déjà, en gardant la qualité sur l'académie, etc. Là, en fait, si tu veux, j'ai atteint un tel niveau de vie, en toute humilité, désolée de le dire comme ça, mais un tel niveau de vie et de kiff que je suis chill maintenant, tu vois. J'étais en mode grosse bourrine, tu vois, pendant 3 ans, où vraiment, j'ai pas eu de vie, j'y allais comme une warrior. Et là, il y a mon ranch qui arrive, et donc je prends mon temps. Là, j'ai pas mal de voyages, tu vois. Là, je pars au Cameroun, là, 3 semaines. Bref, on est en safari, du coup, on est en pleine brousse. Après, je suis au Maroc. Après, je suis dans le Yellowstone, tu vois, en road trip. Après, je pars aux Bahamas. Enfin, tu vois, je fais plusieurs en Corse après. Enfin, bref. Donc là, c'est kiffé. Maintenant, je suis plus dans l'urgence. Là, donc, les objectifs, c'est des objectifs de business, tu vois. Mais je suis pas en mode, allez, on va faire 10 millions l'année prochaine. Ça m'intéresse pas. Là, ça va être des objectifs avec mes chevaux, parce que j'ai des chevaux, du coup, donc de pouvoir les monter encore plus souvent. Passion, kiff. Ouais, passion, kiff, liberté. Mon mec aussi, important, parce que lui, passer il a été très patient. Parce que quand tu es entrepreneur et que ton compagnon, il bosse pas dans la même énergie que toi, c'est pas simple. Ouais, c'est pas facile. Et donc, il a été très patient, il a attendu. Maintenant, voilà. Donc maintenant, je m'occupe de lui. Enfin, je m'occupe de lui. Bref, je vais souvent au Cameroun et tout ça. Et puis ouais, le kiff. En vrai, le kiff. Ok. Ouais. Ton niveau de vie, tu peux en parler ou pas ? Ouais, bien sûr. Ouais. Ok. J'aime bien la transparence. Tu veux quoi, combien je gagne ? Ouais, en fait, ça a été quoi un peu ton évolution justement de niveau de vie ? Tu dis aujourd'hui, voilà, tu as un niveau de vie qui te satisfait, tu veux pas aller chercher non plus. Ouais, là, tu vois, là, au mois de février, on a fait 135 000 €, tu vois, de CA. C'est ventilé comment dans tes activités à peu près ? C'est ventilé comment ? Dans tes activités. Là, je parle juste de l'académie. Okay. Après, il y a l'IMO. L'IMO, je le compte pas parce que c'est comme ça. Non, pas l'IMO, mais tu parles de l'activité e-commerce. Te donner le pourcentage, j'en sais rien. 80% au moins, c'est l'académie. Okay. Le reste, donc 135, là, tu vois, ça représente 80% de tes revenus. C'est à peu près 80%. Et les 20% qu'il y a, ça dépend si on a des immersions, pas des immersions. Le e-com, si ça a explosé ce jour-là. Je fais de l'affiliation, beaucoup d'affiliation aussi. Des partenariats, des choses comme ça, avec des formations ou des sujets que je kiffe et que j'adore, que j'ai testé. Donc ça dépend un petit peu des Et dans l'académie, ce chiffre d'affaires, il est fait comment pour que je comprenne un peu le business model ? C'est juste les élèves quand ils démarrent, en fait. Quand ils rentrent dans l'académie, qu'on les sélectionne, etc. C'est les élèves. Donc tu as des entrées récurrentes tous les mois ? On fait des lancements. Alors, on en fait plusieurs fois par an. On en fait 4 fois par an. 2024, c'est ça, 4 fois par an. Et après, je prends de temps en temps, je fais des mini-lancements, mais en interne, où je le mets pas du tout sur les réseaux. Sinon, en fait, on se fait assommer de monde. Et moi, comme je continue à faire du coaching one-one au sein de l'académie, voilà, on est à 500 élèves, et que j'adore faire du coaching, je veux quand même le garder, mais j'ai que 24 heures dans une journée, tu vois. Donc, par semaine, je fais à peu près les 4-5 coachings, tu vois, max. Mais je veux quand même le garder. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas en mode, on n'ouvre pas les vannes à fond, quoi. Donc, voilà. Est-ce que aujourd'hui, tu estimes que tu n'es plus dépendante des réseaux sociaux pour justement sourcer tes élèves ? Non, je suis carrément dépendante des réseaux sociaux. T'es dépendante ? C'est pas bien, mais je suis carrément dépendante. Après, j'ai une liste mail, tu vois, mais ça fait seulement 1 an. J'en avais même pas avant. Enfin, ça rendait fou tout le monde parce que je fais pas de publicité. Alors, on va commencer à en faire cette année justement parce que mon OBM, elle a dit attends. Là, il faut quand même que tu fasses de la pub. C'est pas normal de faire ces chiffres-là sans pub. Donc, on peut automatiser une partie, etc. On va voir ce que ça donne en vrai. Je suis pas fermée, c'est pas trop mon truc. Je préfère l'organique. L'organique, ça veut dire que c'est les gens qui me suivent déjà. Naturellement. Et, naturellement, et qui sont hyper engagés et tout ça. Parce que je poste des stories tous les jours, j'adore ça. Mais on va voir, quoi. Qu'est-ce qui se passe si Léa perd sa page Insta demain ? Eh ben, je meurs. Je ne peux pas acheter mon ranch. Et c'est la fin des haricots. Ouais. Non, j'ai déjà pensé. C'est pour ça que j'ai commencé à créer une liste mail. Je suis sur YouTube aussi. Donc après, il faudrait que je foire YouTube et Instagram. Et voilà. Et après, en fait, j'ai déjà pensé plein de fois. Parce qu'il y a plusieurs fois où j'ai cru que je me faisais hacker mon compte Insta. Tu vois, ce genre de petits trucs qui te stressent.
Et en fait, sur le moment, c'était en mode, tu sais quoi, balèque. Même si je perds tout, je recommencerai tout, en fait. Je recommencerai tout, je recommencerai même encore mieux. Je recommencerai 50 millions de fois s'il faut le faire, je m'en fous, tu vois. Donc, et même si on n'a plus de réseaux sociaux du jour au lendemain, bon, c'est que c'est un peu la fin des haricots, j'ai envie de dire, il y a la guerre, bah c'est pas grave, en fait, je ferai, je sais pas moi, serveuse ou j'entraînerai des chevaux parce qu'on n'aura plus de voiture, je m'en fous, en fait, tu vois, je peux tout faire. Là, l'argent est en jeu parce qu'il y a mon ranch qui arrive, mais en soi, je vais probablement ralentir après. Je vais pas arrêter l'académie parce que j'adore ça, tu vois. Mais je vais probablement ralentir après parce que ça me drive pas de faire plus d'argent. Ça me drivait au début parce que c'était une douleur, une vraie douleur. Maintenant, c'est pas le cas, quoi. Donc, j'aime beaucoup cet état d'esprit de se dire ok, si ça s'arrête, bah, je referai autre chose. Et puis je ferai un truc totalement différent. Tu vois, tu dis serveuse, machin. J'aime beaucoup cet état d'esprit. Moi, je suis beaucoup comme ça. Tu vois, j'ai fait 10 millions de trucs dans ma vie. Et du coup, des trucs totalement différents. Et j'avais 16 ans, j'étais à la caisse du Leclerc le soir et le week-end. Tu vois, voilà, et j'étais le seul mec à la caisse d'un Leclerc, tu vois, alors que j'étais au lycée. Mais pendant que mes potes faisaient autre chose, etc. Enfin, mes potes. Tes contacts. Tes contacts de l'époque. Mais voilà, et ok, très bien, très clair. Je sais pas à combien on est, mais je sais que tu es aussi pressé. Il y a des gens qui t'attendent pour bouffer. Donc on va peut-être conclure l'épisode. 44 minutes, c'est ça. Parce que je suis un peu troublé parce que du coup, d'habitude, je suis à ta place. Tu vois, alors tu vois, je vois le temps, je vois l'écran et tout, mais là, je vois rien. Donc, ça faisait 44 minutes 48. Ouais, voilà, parfait. Donc en tout cas, merci Léa pour ces échanges-là. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver justement sur les réseaux sociaux, on en a parlé. Donc, si l'humanité n'est pas terminée d'ici là. Ça dépend de Poutine beaucoup en ce moment. Exactement. Non, j'en sais rien. En vrai, je suis pas du tout l'actualité. C'est pas bien, mais. Tu le sais quand même. Ça dépend de Poutine quand même. Oui. Même si tu suis pas l'actualité, tu sais que c'est un mec qui est un peu barré quand même. J'ai pas d'avis là-dessus. Ok. C'est pas mon truc. En fait, tu dois avoir des Russes dans tes. Alors j'ai ma famille qui était communiste. Donc si tu veux tous ces trucs-là, je veux plus en entendre parler. Là, je pense que c'est un problème humain. C'est pas un problème de politique ou de quoi que ce soit. C'est possible. C'est possible, mais j'ai pas mon avis à donner là-dessus. Je pense et je suis pas du tout assez calée sur ces sujets-là pour le donner. Mais bon, si on meurt pas, en tout cas d'ici là, au moment où l'épisode sortira, vous pouvez me retrouver sur Instagram sur Travel Cowgirl et pas Call Girl, d'accord? Je préfère juste le dire. C'est intéressant ça. On l'a sorti la dernière fois sur une interview. Donc Travel Cowgirl et sur YouTube aussi Travel Cowgirl. Donc welcome. Venez nous écrire. Écrivez-moi vos business, vos investissements et tout ça. Ça me fera trop plaisir de savoir ça. C'est moi qui réponds, si jamais. Ce n'est pas ma community manager. C'est moi qui continue à le faire parce que j'adore ça. Ok. Voilà. C'est assez chronophage ça quand même. Ouais, mais j'adore. En fait, je le considère pas comme du taf, tu vois. Quand t'as des gens qui t'écrivent en disant j'ai eu ça qui me suis arrivé. Alors, c'est des gens qui viennent te demander 50 000 conseils. Je suis en mode, bon, les gars, rentrez dans l'académie parce que faut payer maintenant, faut payer. Voilà, c'est des sous, hein, c'est tout. Vous avez toutes mes vidéos YouTube qui expliquent déjà tellement de choses. Voilà. J'ai le même cas avec le podcast. Hein. Mais bah ouais, tu m'étonnes. On vient, et toi, alors, j'ai acheté un appart à tel pourcentage, est-ce que tu penses, enfin, où je veux acheter Et bah, les gars, voilà. Si c'est, bah voilà, vous avez fait un truc et vous êtes trop content et vous voulez le partager, mais grave, moi j'adore. Maintenant, c'est pour demander 50 000 conseils, ben, allez voir un coach, allez rentrer dans une formation parce que, enfin, même en 5 minutes, c'est impossible de répondre à votre. Mais j'en discutais avec un ami là, qui s'appelle Paul Barnier, qui cette semaine justement, il a un peu plus de 250 000 followers et du coup, il répond à tous les messages. Et je lui dis, je sais même pas comment tu fais. Mais il est passionné. C'est cool. Mais au bout d'un moment, tu vois, ça te bouffe quand même. C'est quand même compliqué. 250 000 personnes qui te sollicitent. Après, il y en a sur des sujets de rénovation, c'est quand même compliqué. Ouais, c'est vrai que s'il est dans ce domaine-là, ça doit être chaud. Après, là, tu vois, j'ai 15 000 abonnés sur Insta et par jour, je dois recevoir 50 à 100 messages. Sur les 50 à 100 messages, il y en a plein où je mets juste un like, tu vois, parce que c'est juste. Enfin, c'est pas. Oui, c'est une réaction. Ouais, ça va être des réactions, des choses comme ça. Des gens qui m'écrivent vraiment des longs messages, etc. En général, je fais un peu peur aux gens. Tant mieux, tu vois. Je pense que j'ai un peu ce truc où les gens tu ont mets un juste peu peur. une distance. Ouais, je mets un peu de distance et tant mieux parce que du coup, bah, je crois qu'il faut rarement embêté quoi. Enfin, les gens quand ils m'écrivent, c'est que vraiment ils savent pas comment faire autrement, puis je les redirige quoi. Donc voilà. Très clair. Merci beaucoup Léa pour l'échange. J'étais ravi de faire ta connaissance carrément. Ici dans ce studio. Bienvenue dans ton beau studio que tu loues à Toulouse, si j'ai bien compris, et qui est vraiment canon les gars. Donc venez ici, venez à Toulouse. Ouais, merci pour la promo, c'est cool. Merci, à bientôt et merci à vous d'être évidemment toujours présents et à nous regarder ou sur YouTube ou à nous écouter sur les plateformes de podcast. Merci, ciao. Merci à toi, ciao. Hop. Impec, ça va ça? Et bah ouais, carrément. C'est bien, j'aime bien quand on me pose des vraies questions.